Mesdames, Messieurs, bonsoir. La totale dimanche et c'est l'heure. Voici le sommaire de ce magazine d'information. Confraternellement, un grand angle sur le littoral, la boulimie foncière que subit le domaine public maritime a scandalisé plus d'un. Révélations, accusations, polémiques, les Sénégalais ont été bien servis cette semaine. Nous accueillerons sur ce plateau le journaliste Mor Amar du quotidien Enquête. Coin Éco, on focus sur la place de l'Afrique dans le commerce international, peu d'exportations si ce ne sont les matières premières du continent. Invité de notre rubrique économique, El Haj Alioune Diouf, expert du commerce international et ancien directeur du commerce intérieur, un entretien à suivre avec Mamadou Ndiaye. Madame Culture Oussama Monique Sagna viendra avec son bouillon hebdomadaire, les monuments du Sénégal, des endroits remplis d'histoire, porte close cependant pour cause de Covid-19. Ailleurs nous irons successivement à Paris et à Banjul, la porte d'à côté. En France, le bilan de la première semaine du procès du Sénégalais Lamine Diack, ancien président de l'I2AF. En Gambie, une folle rumeur de tentative de coup d'État vite démentie par le gouvernement. Le diplomate, une analyse de la manifestation monstre et hostile au président Ibeka de l'imam Diko à Bamako. Ousseynou Narguey, général manager d'Axe et Cible.com et fondateur du site d'infotract.sn et l'invité Diplo. Moïse Ambroise Gomis, une vie bien remplie, la totale rend hommage au talentueux présentateur de télévision disparu le 5 juin dernier. Et puis un animal qui n'a pas beaucoup de fans se présente devant la caméra. La chauve-souris, un porte-malheur au Sénégal. Ailleurs pourtant, le petit mammifère est bien vu. Bienvenue dans... Le littoral, sujet dominant de la semaine, le littoral dans tous ses éclats, dans tous ses états. Un scandale que soupçonnent les défenseurs de l'environnement. Ils estiment que le domaine public maritime fait l'objet d'une très grande boulimie. Un des défenseurs de ce littoral, l'ancien député Cheikh Oumar Sy, estime que l'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités et toutes ses responsabilités. C'est un sujet de Awa Diop avec Bachir Sow. Presque tout le domaine public maritime de Dakar est aujourd'hui cédé à des privés. Bradage du littoral, spéculation foncière, le débat revient tel un serpent de mer. Un patrimoine commun que l'État avait pourtant promis de préserver, mais semble-t-il n'aurait pas tenu cette promesse d'après l'ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy. Le constat est que depuis que le président de la République avait pris la décision en 2014 de venir sur le littoral et de prendre des décisions pour arrêter et stopper cette prédation foncière-là, rien ne s'est réellement passé et que ça a empiré. Si vous voyez comment les gens ont réagi par rapport au littoral, nous avons lancé une pétition qui aujourd'hui tourne autour de 2000 signataires. Ça veut dire qu'ils sont conscients que le littoral a été dégradé, agressé par une petite élite et cela les amène à aujourd'hui dire au président de la République, vous êtes responsable avec le décret de déclassification. Nous vous demandons aujourd'hui de cesser ces décrets de déclassification, mais surtout d'appliquer la loi et de voter la loi sur le littoral. Le mal est plus profond que ce qu'on peut imaginer. Ce qui était exceptionnel semble désormais normal sur la corniche ouest de Dakar. Pour le président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, des hauts placés de l'État profitent de leurs privilèges pour s'approprier ces terres. D'où la nécessité pour le président de la République non seulement de s'engager fermement à faire respecter la loi, de s'engager aujourd'hui à faire voter la loi sur le littoral, mais aussi d'aller vers quelque chose de plus important pour les Sénégalais aujourd'hui. C'est la réforme de la Direction générale des impôts et domaines qui est au cœur de la gestion de notre foncier et qui pose beaucoup de problèmes parce que si le Dakar est cher aujourd'hui, c'est à cause de la spéculation foncière. Et une partie, je ne dis pas de tous les agents, mais quand même, 90% des agents des impôts et domaines font leur travail, mais quand même, il y a une élite qui s'est accaparée et qui a aujourd'hui fait de la Direction des impôts et domaines un outil de puissance dans la gestion des biens de l'État. Et dernièrement, avec toute la tension autour de ce combat, l'État joue la carte de l'apaisement avec des mesures comme l'arrêt de tous les travaux sur le littoral. Bien certes, mais peut et doit mieux faire.
S'il a la volonté d'injecter énormément de ressources dans d'autres secteurs, c'est cette même volonté qu'on attend de sa part pour protéger l'environnement qui lui-même l'a mis dans la Constitution, dans l'article 25.2 de la Constitution. C'est une politique d'aménagement. Si aujourd'hui l'État décide qu'ils veulent faire la promenade de Lébou ou la promenade de Dakar à travers le littoral, ils peuvent effectivement déplacer toutes ces constructions qui sont sur le littoral, au même titre quand ils ont voulu faire l'autoroute à péage, mais il y a des gens qui ont habité là-bas plus d'un siècle ou 60 ans. Ceux qui habitent sur le littoral, ça ne fait même pas 15 ans ou 20 ans, donc il y a bien une possibilité de sauvegarder l'environnement, mais aussi de travailler à aménager notre littoral. Le domaine public maritime a été déclassé à certains endroits par décret et des baux de l'État donnés à des privés. Des citoyens sénégalais se sont toujours élevés contre la privatisation du domaine public maritime, mais toujours est-il que les vieux démons reconstruisent. Un dossier d'Awa Diop qui nous permet d'introduire notre confrère Mor Amar. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. Mor Amar, vous travaillez au journal Enquête. Alors, comment votre journal justement a traité les derniers développements sur le littoral? Bon, comme la plupart des organes de presse, nous avons privilégié en tout cas le reportage sur le terrain, essayer de se rendre sur le terrain pour constater de visu ce qui se passe sur ce littoral de Dakar. On a essayé de faire le trajet du centre-ville de Dakar au niveau de Mermoz où nous nous sommes arrêtés pour constater et voilà, essayer de voir s'il serait toujours possible d'avoir une vue sur la mer, mais on a constaté qu'effectivement, sur bien des endroits, on a plutôt place à une vue sur des blocs de bâtiments et de pierres, quoi, et de gravats parfois, et c'est un spectacle qui est peu reluisant, il faut le reconnaître quand même. Et cette boulimie foncière, donc, n'est pas une vue de l'esprit. C'est votre constat. Du tout. Le constat sur le terrain montre vraiment, et ça continue, quoi, des caterpillars qui sont là et qui continuent de lutter contre le flot des vagues, qui continuent vraiment d'aménager sur le littoral, sur les plages. Et par endroits même, on constate de visu la falaise qui est en train d'être rasée pour les constructions d'immeubles à usage d'habitation. Ça pose problème vraiment. Est-ce que l'administration sénégalaise peut être tenue pour responsable de ces abus? Bon, c'est à des niveaux différents, quoi, parce que quand on parle d'administration, quand même, il y a l'État central qui est là, il y a ses représentants, je parle par exemple des préfets, sous-préfets et autres qui qui exercent un contrôle formel des actes qui leur sont présentés. À ce niveau-là, je ne pense pas que quand même ils soient responsables de quelque chose, mais au niveau de la conservation foncière, par exemple, qui matérialise cette volonté d'immatriculation des terres quand même, je pense que leur responsabilité est intacte. Et le passé récent... Elle se traduirait comment, cette responsabilité? Parce que c'est eux qui ont la responsabilité de contrôler en tout cas la régularité avant de procéder à l'immatriculation des terres du domaine public maritime. Si à un ordre illégal quand même, ces gens-là, ces représentants de l'administration, ne sont pas tenus d'obéir à un ordre illégal. Si leurs supérieurs leur donnent des ordres qui sont illégaux manifestement, je pense qu'ils ne sont pas tenus de les respecter quand même, de les matérialiser. C'est en cela qu'ils sont responsables et je pense qu'ils doivent revoir leur comportement et qui qu'ils soient, si on leur donne quand même des ordres qui ne respectent pas la régularité, parce qu'on a tous appris que quand même le domaine public maritime est inaliénable. C'est ça le principe. Maintenant, pour cause d'utilité publique, l'État peut exercer à des déclassements. Mais cause d'utilité publique, quand même, ne peut pas, une appropriation privative ne peut pas signifier une cause d'utilité publique. Ça, quand même, c'est au contraire, une appropriation privée nuit aux besoins même de la population sénégalaise. Et je pense que c'est une violation manifeste quand même de la législation de ce pays. Et ces gens-là, ces techniciens qui sont chargés, ces fonctionnaires qui sont chargés quand même de procéder à ces formalités, doivent veiller à ce qu'ils font, quoi. Oui, au niveau de l'État, de manière générale, on a entendu des maires se prononcer, vous avez parlé des préfets et des sous-préfets, on a parlé des domaines, on a parlé de la DESCOS, on a parlé presque, oui, les ministres en charge de ce secteur, le ministre de l'Environnement, mais aussi celui de l'Habitat, se sont également prononcés. Mais quel est le degré de responsabilité de chacun de ces démembrements? Le responsable premier, en tout cas pour moi, c'est leur supérieur à tous. Parce que quand même, c'est l'État qui procède à l'immatriculation. L'immatriculation est procédée sur la base d'une demande de l'État. Mais c'est qui? À quel niveau?
Je pense que je ne suis pas technicien du droit quand même, mais je sais qu'en tout cas, le supérieur, on ne peut pas procéder à l'immatriculation de certaines terres sur ce domaine public maritime, sur le littoral de Dakar, sans l'acquiescement quand même du président de la République, qui est le chef de tous ces représentants que vous avez mentionnés tout à l'heure. Donc c'est lui que nous devons tenir responsable en premier lieu, quoi, parce que les autres ne sont que des exécutants. Alors, que faut-il faire? Prendre des sanctions ou faut-il même aller jusqu'à tout raser? Pourquoi pas, mais encore faudrait-il que nous sachions d'abord ce dont on dispose sur ce littoral de Dakar. Il faut faire l'inventaire. Aujourd'hui, il est impossible de nous dire, voilà la surface de terre que nous disposons encore. C'est un vrai problème. J'ai écouté aujourd'hui le professeur Abdoulaye Dieye, qui est l'un des meilleurs dans cette matière et qui était membre de la Commission nationale de réforme foncière. Ce qu'il dit quand même est hallucinant. La Commission nationale, instituée par le président de la République, s'est rendue à la conservation nationale pour savoir qu'est-ce qui reste de nos terres du domaine national. Il n'y a pas eu de réponse exacte sur cet inventaire-là des terres qui nous restent. Ça pose véritablement problème, quoi. Et d'après leur approximation, quoi, ils disent qu'aujourd'hui, il nous reste en tout cas 60 à 70%. C'est approximatif, quoi, c'est pas exact. Oui. 60 à 70%. Si l'on sait qu'en 1964, au niveau à l'avènement de la loi sur le domaine national, on nous disait à l'époque, parce qu'on était vraiment très méthodique, on savait on avait fait l'inventaire. On nous disait 95% des terres du Sénégal relèvent du domaine national. On avait une idée précise. Quelques années après, quelques décennies après, on se rend compte que voilà, on est passé de 95% à 60 à 70%. Dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qu'il nous restera encore des terres du domaine national? Cela signifie tout simplement que toutes nos terres sont en train d'être privatisées et dans 30 ans, il n'y aura aucune parcelle de terre à donner aux fils de ce pays-là et c'est grave. Je pense qu'il faut rappeler que dans la plupart des pays, ce sont des problèmes fonciers qui sont à l'origine des guerres. Et il est temps que l'État prenne ses responsabilités pour résoudre cette question-là une bonne fois pour toutes. Immatriculation, dites-vous, inventaire également, mais je repose ma question, faut-il tout raser? Pourquoi pas? L'histoire récente encore nous a montré que l'État, quand il le veut, il peut. On a récupéré des immeubles qui étaient immatriculés au nom de Sénégalais, qu'ils aient la peau blanche comme Bibo Bourgi, qu'ils aient la peau noire comme Taïb Ndiaye. L'État, quand il le veut, il peut. S'il y a des gens qui ont acquis leurs terres de manière illégale, irrégulière, l'État n'a qu'à reprendre ces terres-là et les reverser dans le patrimoine national. Encore une fois, il faut préciser que notre volonté n'est pas de demander que voilà, il ne faut pas de construction du tout sur le littoral. Ça, c'est idiot de le dire. Il faut quand même aménager, il faut mettre en valeur. On en a grand besoin. Il y a des hôtels qui sont là, on en a grand besoin, ne serait-ce que pour héberger donc, nos hôtes. Je pense que c'est utile. Mais il faut aménager, laisser aussi aux populations le soin d'avoir accès à la mer. Oui, aménagement. D'ailleurs, on voit quand même de belles corniches à travers le monde. Le Sénégal a définitivement raté ce rendez-vous. Malheureusement, nous allons droit vers ça. Bon, on peut espérer qu'il nous reste quand même un peu de chance et espérons que les gouvernants réagiront à temps pour nous préserver au moins ce bonheur-là d'avoir quand même une vue sur la mer, d'avoir accès à la plage pour nous détendre, pour décompresser, pour déstresser, on en a droit. Ce n'est pas trop demandé. Chaque régime sait taire son scandale foncier, est-ce qu'on peut le dire? Parce Absolument, que cela ne date pas d'aujourd'hui. Absolument, nous sommes relativement spéculation jeunes, foncière, oui. Nous sommes relativement jeunes, mais nous avons quand même entendu quelques coins de Dakar, comment ils ont été répartis, et ça ne date pas de deux régimes précédents. On entend des quartiers socialistes, je dirais aussi qu'il y a des quartiers verts, bleus, libéraux, marron. Voilà, marron maintenant. Oui. Ça pose problème et il est temps que ça cesse. Et ça mérite toute la mobilisation de toutes les populations. Franchement, s'il y a une question qui mérite le déploiement de toutes les énergies, c'est bien cette question-là. Parce que quand même, on a vécu plusieurs décennies sans pétrole. On n'en a pas beaucoup souffert. On a tenu jusque-là. Mais combien d'années nous allons pouvoir vivre sans avoir de terre où habiter? C'est une question à poser. Un État quand même responsable et conscient, je pense qu'il doit se poser ce genre de questions et aménager une stratégie pour préserver ces droits-là
qu'ont les citoyens sur leur terre. Il est vrai qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais comment mobiliser quand on sait que chaque régime a tendance à profiter de ces terres? Les gouvernants d'aujourd'hui étaient les opposants d'hier et les opposants d'aujourd'hui les gouvernants d'hier. Comment? Est-ce que finalement ça ne risque pas d'être même un sujet tabou dans le landerneau politique? Ça l'est déjà. Les gens n'en parlent pas beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui sont gênées en ce moment, qui vraiment ne peuvent pas se prononcer sur cette question-là parce qu'ils ont été les premiers à être servis ou bien à se servir sur ces terres-là du domaine public maritime et du foncier de manière plus générale. Mais quand même, c'est au peuple de régler cette question-là. Ce n'est pas au gouvernement. C'est une mobilisation citoyenne. L'histoire récente l'a encore démontré avec les couvre-feux et autres là. Malheureusement, cette énergie-là, on ne le mobilise pas quand c'est véritablement nécessaire. Parfois, on se mobilise pour des futilités, mais voilà une question vraiment d'intérêt national qui nous intéresse, nous, générations actuelles et générations futures. Mais malheureusement, en tout cas, c'est la seule solution, pas d'autre solution. Solution, il a semblé, on a identifié au début quand même une volonté politique. La Commission nationale des réformes, justement, que vous venez de citer tout à l'heure avec Abdoulaye Dièye, mais aussi le professeur Moustapha Souran. Un moment, elle a même été dirigée par Maître Doudou Ndoye qui a après démissionné. Mais cette commission, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Et elle a quand même fait un travail, non? On ne sait pas, et c'est ce qui est bizarre. Sûrement, on a dû dépenser beaucoup de millions encore, pour ne pas dire de milliards, mais pour aboutir à rien, parce qu'on ne voit rien sur le terrain. On ne sait pas qu'est-ce qui a été proposé, qu'est-ce qui a été fait sur le terrain. Rien, il n'y a pas eu de restitution. Et je pense que c'est un échec total. Et quand Abdoulaye Dièye pour faire ses sorties aujourd'hui, pour dire que voilà, je pense qu'on a échoué encore une fois, lamentablement. Il n'est pas trop tard pour la réactiver, cette commission. Si on doit la réactiver pour aboutir à la même chose, est-ce que ça en vaut la peine, quoi? Il faut une volonté politique manifeste, il faut une mobilisation populaire pour qu'il y ait cette volonté politique. Merci Mor Amar d'être venu sur le plateau de la Total. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Enquête. Merci Marie. Et bonsoir chez vous. Merci à vous. La suite de la Total. Coin écho à présent, que représente l'Afrique dans le commerce mondial? Eh bien, la portion congrue, et tenez-vous bien, les exportations en partance du continent ont même baissé, passant de 6 à 3%. L'Afrique exporte beaucoup, mais elle exporte quoi? Les matières premières le plus souvent. Elle importe peu donc parce qu'il n'y a pas suffisamment de valeur ajoutée. C'est un dossier économique signé Abdourahmane Ly. L'Afrique est-elle marginalisée dans le commerce international? C'est la question que beaucoup d'experts en économie se posent. Ceux qui répondent par l'affirmative l'expliquent par une forte déclinaison du continent dans les exportations mondiales de 6% dans les années 1900 à 3% dans les années 2000. Une déclinaison qui serait en partie due à la taille économique relative de ces pays africains ou encore à un accès insuffisant au marché des pays africains. Et pourtant, en moyenne, l'accès au marché de 21 pays africains serait meilleur que celui de l'Amérique latine, de l'Asie et de la région Pacifique. Parmi les 21, 11 voient leurs exportations taxées qu'à 2%. La plupart sont des pays exportateurs de pétrole, de gaz ou de matières premières qui ne sont pas lourdement taxés. Des pays qui regorgent bien de ressources, mais qui ne parviennent toujours pas à satisfaire leurs besoins en alimentation. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Afrique connaît une demande croissante de la consommation de riz et de nombreux pays du continent dépendent fortement, aujourd'hui encore, des exportations pour satisfaire ce besoin vital. Des experts africains qui se sont réunis à Kinshasa lors de la 10e édition de la conférence économique africaine en sont conscients. Ils recommandent aux pays africains, je cite, de réduire leur forte dépendance des exportations des matières premières et des importations des biens et services pour espérer sortir les populations de la pauvreté et des inégalités sociales. Une suite quelque peu logique, selon ces derniers, après plusieurs années de colonisation,
qu'il faut impérativement renverser. Un renversement de vapeur bien possible grâce au consommé local. Et ils exhortent les pays africains à le privilégier. Entretien avec El Hadj Alioune Diouf, il est expert du commerce international et ancien directeur du commerce intérieur. Pour planter le décor, Mamadou Ndiaye, vous le recevrez tout à l'heure. L'offre de produits manufacturés bat de l'aile, faute de commandes fermes. Une désorganisation du commerce international affecte l'approvisionnement de pays dépendants des importations pour faire face aux besoins de consommation. Comment se préparer à sortir par le haut? C'est la question centrale. Mamadou Ndiaye, avec votre invité. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Mamadou. C'est vrai, M. Diouf, merci. Vous êtes un homme du sérail parce que vous connaissez bien justement les arcanes des échanges. Mais quand, à la faveur de la crise sanitaire, tout le monde se dit fermons les frontières, le commerce international meurt. Absolument, absolument. Un vrai problème, un choc de l'offre, un choc de la demande. En fait, dès le début, beaucoup de pays, une trentaine de pays, ont pris des mesures de restriction quantitative. C'est-à-dire que les pays ont compris que cette crise pouvait durer et pour des raisons de sécurité alimentaire, certains ont pensé qu'il fallait faire attention sur les stocks et même non seulement ont interdit toute exportation, mais même finalement n'ont pas respecté les contrats d'échange à terme. Vous savez, il y a des contrats à terme. Par exemple, il y en a qui avaient demandé à acheter peut-être dans 3 mois du riz et même pour ça, certains pays ont renoncé à fournir, pensant principalement à leur marché intérieur. Mais en fait, c'est ça les marchés agricoles. Les marchés mondiaux agricoles sont des marchés d'excédent. Aucun pays ne fait de l'agriculture pour l'extérieur. Aucun pays ne fait de l'agriculture pour principalement exporter. On fait de l'agriculture pour nourrir sa population et on fait de l'agriculture aussi pour fournir à ses propres industries justement les matières premières qu'il faut. Alors, et regardez par exemple le riz, qui est l'élément qu'on consomme le plus, c'est seulement 8% du riz mondial produit qui est exporté. Sur 510 millions de tonnes de riz produites chaque année, seuls 8% sont exportés. Et les pays qui les exportent souvent, peuvent prendre des mesures comme ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire des mesures de restriction quantitative. Alors cette dépendance-là, elle va continuer après justement la reprise ou bien va-t-on rectifier le tir et remettre les choses à l'endroit? Elle ne va pas continuer parce qu'on leur disait ça avant la crise Covid, personne n'a écouté. Les Africains ont toujours dit qu'il faut conquérir le marché intérieur africain. Depuis Cheikh Anta, depuis 1960, c'est des choses que nous disons. Je pense que tous les intellectuels africains et même tous les dirigeants politiques comprennent que l'Afrique doit conquérir son propre marché. Il ne faut pas songer à conquérir le marché occidental, le marché européen ou le marché nord-américain. Non, nous avons un marché pertinent, c'est le marché africain, avec une classe moyenne de plus de 400 millions d'habitants. Et un marché qui sera certainement le marché le plus, disons, important du point de vue de la population d'ici 20 ans. Donc consacrons-nous au marché africain, c'est-à-dire on ne peut pas accepter qu'au niveau du marché africain, ceux qui offrent les produits soient essentiellement des entreprises qui sont situées hors d'Afrique. Il faudrait, la première chose, je pense, qu'on doit faire maintenant et qu'on a compris avec cette pandémie, il faut compter sur ses propres forces. Compter sur ses propres forces, c'est, comme disent les Chinois, c'est marcher avec ses 2 jambes. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dépendre de l'extérieur pour ce que vous mangez au moins. Il y a quand même un fâcheux reproche qu'on fait aux pays africains, c'est que dans chaque pays est implantée peut-être une entreprise similaire à une autre dans un autre pays. Si bien que peut-être, bon, d'abord le marché se sature, mais en même temps aussi peut-être, bon, on n'a même pas de débouchés, puisque chacun produit la même chose. Oui. Il faudrait peut-être spécialiser un peu les pays, les zones, les régions. Absolument. Ouais. Pas les spécialiser, il faut, comme disait Cheikh Anta, il faut unifier les économies africaines. C'est-à-dire, il n'est pas question que tout le monde produise, par exemple, du riz ou du maïs. Certains vont la loi des avantages comparatifs, c'est ça. Certains se spécialisent dans la fabrication de mil, d'autres dans la production de riz, et d'autres dans la production d'automobiles ou autre chose. On est capable non seulement de faire ça, mais nous avons même la capacité autonome pour financer ça. Nous vendons des matières premières rares,
des matières premières qui n'existent nulle part ailleurs. Et depuis Cheikh Anta déjà, on le disait. On peut avoir des usines sur la base des matières premières que nous vendons. Oui. Parce que c'est des matières premières précieuses. Donc le problème même du financement ne se pose pas. Surtout que dans cette période, l'argent est disponible dans le monde. Si vous permettez, Mamadou, oui, bien sûr. Il faut aussi des politiques communes, comme dans le domaine de l'agriculture. Quand la BAD lance l'initiative L'Afrique nourrit l'Afrique, cela quand même suppose d'abord qu'il y ait une politique commune, non? Absolument. Oui. Moi, je dis même plus. Oui. Au-delà des politiques communes, il faut fusionner nos économies. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à dire que le Mali et le Sénégal vont se faire la concurrence dans ou tel. Il faut unifier ce que les Européens ont fait, ce que tout le monde a fait. Quand Stiglitz disait « faites ce qu'ils font et ne faites pas ce qu'ils vous disent », c'est ça. C'est-à-dire, faisons ce que les autres font. C'est-à-dire que nous devons unifier nos économies. Par exemple, regardez, prenez le coton. Nous exportons 97% de notre coton, alors que nous avons le coton meilleure qualité en Afrique, dans le monde plutôt. Parce que le coton africain, il est cueilli à la main, il ne pleut pas beaucoup, il est assez sec. Ouais, donc c'est pourquoi ce coton est vraiment prisé dans le monde. Nous l'exportons 97%. Oui, nous l'exportons parce que nous ne pouvons pas le transformer sur place. Et c'est facile de pouvoir le transformer. Ça doit être facile. Il suffit d'une volonté. Le Sénégal peut-être fait 35 000 à 50 000 tonnes de coton. Mais le Mali fait presque 600 000 à 1 million. Le Burkina, pareil. Le Togo, pareil. La Côte d'Ivoire, pareil. Ils sont dans les 600 000 tonnes. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons les capacités, surtout qu'en Afrique, certains tissus ne sont pas adaptés au climat. Alors que le coton est fondamentalement adapté. Et donc, je pense que nous avons ici, la crise du Covid a montré quoi? Qu'on n'était même pas capable d'être autosuffisant en masques. Et c'est fait avec un tissu entièrement en coton. Oui, c'est paradoxal que ça puisse l'être. Alors que, on le sait depuis longtemps, on savait en décembre qu'il y avait cette crise. Au bout d'un mois ou de 2 mois, on aurait pu mettre en place toute une production de masques et même l'exporter. Le Maroc, en tout cas, l'a fait. Dans une certaine mesure, le Maroc et l'Égypte ont pu exporter du matériel médical. Alors, El Hadj Alioune, le consommer local, tout le monde en parle. Les États préconisent de grandes résolutions pour peut-être qu'au moins maintenant, on permette aux populations de consommer justement ce qu'elles produisent. Mais pourquoi ça ne s'applique pas? Qu'est-ce qui explique? Parce que les dirigeants ne donnent pas l'exemple. Ce n'est pas autre chose. C'est les dirigeants dans ce pays qui doivent donner l'exemple. En Afrique, qui doivent donner l'exemple. Regardez, on consomme du riz importé. Nous faisons du riz dans la vallée et ailleurs. On oblige certaines... la commande publique. Je crois que nous avons des hôpitaux, nous avons des armées, nous avons des écoles. Nous consommons du riz. On peut approvisionner. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas consommer du riz importé. Dans ces conditions, consommons le riz local et donnons l'exemple. C'est-à-dire que c'est nous, c'est l'élite, c'est les dirigeants qui doivent donner l'exemple. Et à partir de ce moment, il y a des choses qu'on peut imposer. Mais il suffit d'avoir des dirigeants simplement admirables et tout le monde va y suivre. Regardez bien. Je pense qu'il faut prendre des politiques claires. Si nous voulons être autosuffisants en riz, il faut rendre le riz importé plus cher. On ne peut pas continuer à importer du riz qui ne paye pas de droit fiscal, qui ne paye pas de TVA et qui a un taux de droit de douane réduit. Le riz, on met 10% de droit de douane là-dessus. Non, il faut mettre 20 à 30%. Comme ça, on pousse tout le monde à aller faire du riz local. Parce qu'au moins, tu vas être le riz local sera moins coûteux largement que le riz importé. Et donc, chaque fois que nous renonçons à une taxe sur le riz importé, nous finançons le paysan asiatique. Je pense que sur ces questions-là, on peut avoir un consensus. Tout à fait. Mais il y a la tyrannie dans ce pays du prix du riz et depuis 30 ans ou 20 ans, on n'arrive pas à faire la réforme qu'il faut. C'est-à-dire rendre le riz importé plus cher que le riz local et inciter ainsi. Parce que l'économie, c'est des incitations. C'est ça une incitation. Il faut rendre le riz importé un peu plus cher et pousser les Sénégalais à... Depuis Senghor, on a fait des barrages. Mais ne faudrait-il pas envisager une réponse régionale par rapport à cette question de riz? Le marché sénégalais, comme c'est une taille très petite. Mais par contre, à l'échelle de la sous-région, sans doute, les pays pouvaient peut-être s'organiser et dire, bon voilà, nous pouvons imposer le riz produit au Mali, au Sénégal, en Guinée-Bissau et ainsi de suite. Mon cher ami, sur le riz, le marché sénégalais n'est pas petit. On fait 20% des brisures mondiales. 20%. Le Sénégal importe 20% du riz brisé mondial.
Nous sommes les grands consommateurs de riz brisé. Je parle de riz brisé. Vous voyez, nous, on consomme ici du riz brisé. Un pays comme le Nigeria, regardez bien un pays comme le Nigeria. Le Nigeria applique 70% de droits de douane sur son riz. Et pourtant, il a des difficultés. C'est pourquoi il a fermé de manière brutale ses frontières face au Bénin qui réexportait du riz à l'intérieur du marché nigérien. Donc, oui, si on le fait au niveau sous-régional, nous sommes les seuls, peut-être, nous, avec le Nigeria, à consommer autant de riz. Quand on voulait faire la politique agricole de l'Union, on disait qu'on ne peut pas prendre une spéculation qui n'est produite que dans un pays. Oui. Ou dans deux. Mais quand c'est dans deux pays, surtout un pays aussi important que le Nigeria, oui, on peut envisager effectivement, au niveau national, une politique commune au niveau régional. Vous avez encore 2 minutes. Alors, je ne vous invite pas à faire de la météo commerce, mais pouvez-vous brosser un peu le profil du commerce africain dans les mois et les semaines à venir? Le commerce, il est administré. Ce n'est pas un commerce libre-échange. Partout dans le monde, on administre le commerce, c'est-à-dire on met des règles. Il nous faut des règles. Il faut savoir maintenant élaborer ces règles-là pour faire son commerce. Il faut produire et exporter dans le reste du monde. Il faut obéir aux normes. Il faut savoir les normes qui se font dans le reste du monde. Et à partir de ce moment, regardez, sur la tomate, on l'a bien fait. La tomate sénégalaise n'est jamais concurrencée par une tomate extérieure parce qu'on a une norme qui est unique au monde. On a une norme qui fait de notre tomate une tomate sans colorant, sans additifs et sans sel. Et elle est compétitive. Ah oui. Le ciment, pareil. Personne n'exporte du ciment au Sénégal. Mais est-ce que nous sommes en mesure d'exporter notre ciment? Au niveau régional, par contre, on peut concevoir effectivement une stratégie qui consisterait à exporter notre ciment au niveau sous-régional. J'ai fait toute l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas une seule compagnie maritime nationale. Le Sénégal a un excédent. Nous, on est capable de faire 8 millions de tonnes de ciment. Mais aujourd'hui, au total, je pense que tout tourne autour de 3 millions de tonnes. À la fois, les ciments du Sahel, comme la Sococim, peuvent faire plus de 3 millions. Et puis Dangote, qui est là, qui fait 1,5 million, déjà, vous voyez un peu. Et chacun peut peut-être même augmenter. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une compagnie maritime sous-régionale qui serait capable d'exporter les excédents que nous avons. Il y a d'autres domaines où il y a des pays qui ont des excédents. Il faut qu'on puisse faire... Mais ce qui est sûr, c'est que c'est possible parce que le Sénégal aujourd'hui fait plus l'essentiel de son commerce extérieur avec les pays d'Afrique. Nous faisons 50% avec les pays de l'Afrique de l'Ouest et 25% maintenant avec l'Europe. Donc cette tendance, il faut effectivement poursuivre cette tendance-là. El Hadj Alioune, merci beaucoup pour ce tour d'horizon du commerce international. Je vous en prie. Merci Mamadou, merci El Hadj Alioune. Un échange qui va certainement se poursuivre, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci d'être venu, c'était Coin Éco. Une touche culturelle monumentale ce dimanche. Les monuments, justement, ne manquent pas dans notre pays s'ils gardent porte close en raison de la pandémie de la Covid-19. Il reste qu'il y a une palette presque inépuisable d'édifices très variés du reste qui fait partie du paysage. Les monuments des témoins de l'histoire du Sénégal et de l'humanité. C'est ce que nous raconte cette semaine Monica Oussama et son caméraman Bachir Sow. De Dakar à Saint-Louis en passant par Gorée, on peut admirer, visiter de nombreux édifices architecturaux qui se distinguent par leur esthétique ou leur histoire. Ces ouvrages constitués de monuments et sites font partie intégrante du patrimoine matériel du Sénégal. Ce patrimoine est protégé par plusieurs classifications. Nous pouvons même dire que sur la liste actuelle du patrimoine national, près de 40% des sites classés sont du domaine du colonial. Et le colonial, c'est quoi? Le colonial, c'est l'ensemble des sites qui sont du patrimoine culturel, industriel, comme par exemple les gares, le port autonome de Dakar ici, et derrière le port autonome, toutes ces industries qui sont nées à l'époque, qui se sont développées. Mais ça, c'est une première typologie. Nous avons également tout ce qui est lié à l'axe du pouvoir. C'est l'ancien palais du gouverneur devenu présidence de la République et toutes les institutions, le building, la maison militaire, aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères, qui étaient à l'époque
des instruments du pouvoir et qui le sont aujourd'hui encore des espaces qui sont occupés par le pouvoir. Il y a également tout ce qui est militaire. Vous avez les casernes. Ici, derrière moi, il y a le cercle mess des officiers. Vous avez les forts qui ne sont pas à Dakar, forcément. Il y a le fort de Podor, le fort de Bakel, le fort de Sédhiou. Donc, enfin, et ça, les gens ne le connaissent pas trop, c'est ce que nous appelons, nous, les lieux de mémoire. Ce sont les sites historiques à l'intérieur du pays qui sont liés aux communautés, auxquelles d'ailleurs les communautés attachent beaucoup plus d'importance. Vous allez à Dekhelé, vous allez à Paoskoto, où Maba a combattu les Français, vous allez à Yang, vous allez à Nder, où il y a eu la fameuse tragédie des femmes de Nder. Les populations, ces sites-là qui sont des lieux de mémoire, les populations sont plus attachées à ces sites, les communautés sont plus attachées à ces sites. Et nous, aujourd'hui, notre politique, c'est de travailler à les réhabiliter et à les mettre en valeur. Donc, il y a plusieurs typologies. Il y a l'architecture traditionnelle également, les cases impluvium en Casamance, les cases Bassari. Selon le dernier inventaire, nous avons pas moins de 381 sites et monuments au Sénégal. La star incontestable reste le monument de la Renaissance africaine, une imposante statue de 7000 tonnes perchée sur une colline de 100 mètres. Près de 150 000 personnes y mettent pied chaque année. Sa gestion est confiée à un administrateur qui, avec son équipe, pense et développe des stratégies pour son animation, mais surtout pour une appropriation par les Sénégalais. De faire en sorte que les Sénégalais, les Africains, puissent avoir le réflexe, l'éducation, qui permettent d'aller voir les sites mémoriels, les monuments, les lieux culturels. En Europe et ailleurs, les enfants dès le bas âge connaissent, leurs parents les y amènent, leurs écoles les y amènent. Ici, on n'a pas cette habitude. C'est pourquoi d'ailleurs notre public principal ici, ce sont les écoles, ce sont les élèves. C'est pas facile parce qu'il faut que les gens comprennent et qu'ils aient dans leurs habitudes journalières cette volonté d'aller visiter. C'est notre rôle d'aider à ce que les gens puissent venir visiter. C'est pas facile, mais on y arrive. Et vous avez dit que ce sont les touristes qui ont ce réflexe-là. Ils voyagent, ils viennent voir. Pourquoi nous, on veut que les Sénégalais viennent, en commençant par les élèves? C'est que justement les touristes qui viennent voir le monument et tous les sites d'ici au Sénégal et en Afrique, tous ces touristes-là connaissent tous les sites de chez eux. Ils les ont visités. Ils savent ce qu'il y a dedans. Ils peuvent en parler. Donc, est-ce qu'il est normal qu'ils connaissent ce qu'il y a chez eux, qu'ils viennent connaître ce qu'il y a chez nous, et nous, on ne connaît pas ce qu'il y a chez nous, on ne connaît pas ce qu'il y a chez eux. Il y a un déficit extraordinaire. Au Sénégal, tous les monuments n'ont pas la cote, mais il est certain qu'ils sont témoins de l'histoire avec ses pages sombres et ses brins de soleil. Tous les monuments qui ont été classés jusqu'ici, ils racontent l'histoire du Sénégal d'une manière ou d'une autre. Mais l'histoire, c'est également des phases d'apogée, des phases de turbulence, des phases douloureuses même. Dans l'histoire du Sénégal, la colonisation, l'esclavage, c'est des pages sombres de notre histoire, mais c'est notre histoire. Il y a des monuments qui les racontent. Si vous allez à Gorée, la maison des esclaves raconte l'esclavage, comme beaucoup de captiveries à Gorée. Ce n'est pas que la maison des esclaves. Si vous allez à Saint-Louis, la place de la gouvernance, la place Faidherbe et l'ensemble des quais, le pont Faidherbe, tout ce que les Domundar reconnaissent comme leur patrimoine, c'est également, ça raconte l'histoire d'une certaine manière. Aujourd'hui, si on classe Saint-Louis avec cet ensemble au patrimoine mondial, c'est cet ensemble qui est classé, avec tous les monuments qui y sont. Dans une perspective de reconstruction de l'histoire, qui est une volonté politique, l'État peut être amené à dire cette histoire est la nôtre, nous l'assumons. Aujourd'hui, dans la reconstruction, voilà le message que nous voulons donner à la jeunesse. En ce moment, il peut se passer beaucoup de choses. Comme ça s'est fait dans les années 80, où on a rebaptisé des écoles, des lycées, on a rebaptisé des rues à Dakar, en leur donnant d'autres noms. Par contre, il y a des... Oussama Monique Sagna, bonsoir. Bonsoir Mamadou. 381 monuments et sites selon le dernier inventaire. Dites-vous dans le reportage, combien en avons-nous classé au patrimoine de l'UNESCO?
Parmi ces 381 monuments et sites, il y en a 7 qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons Gorée, nous avons Saint-Louis. Nous avons également les cercles mégalithiques de Singayen dans le département de Kaffrine et de Nioro. Nous avons le delta du Saloum. Nous avons également le parc de Ndjout, le parc de Nyokolokoba également, ainsi que le paysage culturel du pays Bassari. Alors, la conservation des monuments ou sites est-elle irréprochable dans notre pays? Voilà, donc pour conserver un monument ou un site, il y a tout un processus, Mamadou. Parce qu'un monument, tout comme bien culturel, a une valeur culturelle, bien sûr, historique, artistique, éthique et pour garder toutes ces valeurs, il faut la conservation qui impose la permanence de son entretien. Or, il y a certains monuments au Sénégal, l'entretien fait défaut. On se demande même si certains monuments au site ont des administrateurs ou des conservateurs. Maintenant, par exemple, si on prend le cas de Saint-Louis, Saint-Louis a frôlé la liste du patrimoine de l'UNESCO en péril. Il a fallu un sursaut et beaucoup de rouage et de courage pour la direction du patrimoine pour éviter que Saint-Louis soit classé dans le patrimoine en péril de l'UNESCO. Bien sûr, il y a ce manque de volonté et de moyens pour conserver les monuments, mais également il y a la nature. Saint-Louis est une région côtière et il y a l'érosion, il y a les changements climatiques qui ne facilitent pas aussi toute cette conservation des monuments et sites qui se trouvent dans cette ville de Saint-Louis qui est classée patrimoine de l'UNESCO. Alors, ils sont certes nombreux, mais leur fréquentation, on l'a vu dans le reportage, n'est pas pour autant satisfaisante. Comment est l'ambiance dans les édifices? Actuellement, ces édifices sont fermés à cause du coronavirus, mais comme nous venons de le dire, la fréquentation par les Sénégalais n'est pas aussi satisfaisante. C'est les touristes qui ont l'habitude de fréquenter ces lieux. Or, en cette période, les frontières sont fermées, ces sites même sont fermés. Ils attendent la réouverture. Ce sera l'État qui va en décider parce que c'est l'État qui a décidé de leur fermeture. Et si toutefois ces monuments et ces sites rouvrent, est-ce qu'ils vont avoir le même rush parce que les frontières également sont toujours fermées et il y a tout ce manque à gagner. Si on prend le cas du monument de la Renaissance, le monument de la Renaissance a un manque à gagner estimé entre 3 à 4 millions par mois parce qu'au moins il y a 150 000 personnes qui y mettent pied sans compter ceux qui rentrent dans la statue. Parce qu'il y en a qui viennent juste pour des loisirs au bas de la statue et ceux qui pénètrent. Donc il y a un réel manque à gagner avec cette fermeture des sites à cause du coronavirus. Après la réouverture, il faut inciter bien sûr les Sénégalais à envahir ces lieux parce qu'on ne peut pas toujours compter sur les touristes, même si les monuments sont des attractions touristiques. Le dernier monument que tu as visité? Le dernier monument que j'ai visité, c'est le monument de la Renaissance. C'est le monument que j'aime le plus parce qu'au sommet, on voit tout Dakar. Impressionnant. Ouais. Mais par contre, on attend le mémorial de Gorée. Actuellement, le monument, c'est la star. Peut-être que si le mémorial est fini et achevé, on ne sait jamais. Il y aura une réelle concurrence entre les deux. Merci, Madame Monument culturel d'ITV, Immédiat, Oussama Monique Sagna. Ensemble, nous allons introduire Adama Anouchkaba pour le journal de 19h45. Adama, fidèle au poste, bonsoir, si tu m'entends. Bon journal. Bonsoir Mamadou et bonsoir à tous. Bienvenue sur ITV 19h45, le journal. C'est parti pour un quart d'heure d'information. D'abord, le procès de Lamine Diack à Paris. Les audiences reprennent ce lundi. Lamine Diack a comparu à la barre cette semaine ainsi que son ex-conseiller juridique Habib Cissé. Pape Massata Diack, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, est toujours à Dakar. Mais rendons-nous à Paris pour retrouver notre correspondant permanent Abdoulatif Diop. Le procès Lamine Diack va devoir reprendre ses droits ce lundi au 32e cabinet du tribunal financier de Paris. Après des premières auditions qui ont révélé beaucoup de secrets, le président Diack va encore faire face à la juge pour donner plus de détails sur ses réponses concernant les accusations portées contre lui pendant les 16 ans à la tête de l'IAF. Ce lundi,
l'ancien patron de l'athlétisme mondial, va donner des explications sur la partie abus de confiance et trahison sur le dossier des athlètes russes qui auraient remis près de 4 millions d'euros à certains officiels de l'institution IAAF par l'intermédiaire de Papa Massata Diack afin de ne pas les suspendre ou sanctionner au championnat du monde d'athlétisme de Moscou en 2013. Le face-à-face de cette semaine sera crucial, voire même décisif pour Lamine Diack, qui est sous contrôle judiciaire depuis près de 5 ans en France. Le ministre de la Justice du Sénégal assure que l'État va apporter toute l'assistance nécessaire à l'ancien président de l'I2AF, Lamine Diack. Maître Malick Sall a également fait savoir qu'un procès ouvert ici à Dakar n'est pas exclu pour Pape Massata Diack. Des déclarations faites devant le jury du dimanche, la synthèse de l'émission avec Pape Ibrahima Ndiaye. Le procès de Lamine Diack se passe à Paris, mais également à Dakar. Pape Massata Diack, contre qui le parquet financier de Paris a émis un deuxième mandat d'arrêt international, a trouvé refuge dans la capitale sénégalaise. Mais attention, un procès du fils de l'ex-président de l'I2AF à Dakar n'est pas à exclure, renseigne le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et les accords de coopération judiciaire qu'il y a entre le Sénégal et la France permettent effectivement à ce que la France, si elle a besoin, refuse d'extrader ses citoyens et que le Sénégal en fasse de même. Puisqu'il n'est pas là-bas. Il peut être jugé à défaut. Oui. À Paris. D'accord. Mais le juge sénégalais, la justice sénégalaise, qui s'est saisie d'un volet, bien entendu que la justice ira jusqu'à son bout. En attendant, son père répond de ses actes devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Lamine Diack est accusé de corruption dans une affaire visant à couvrir des cas de dopage d'athlètes russes. L'ex-patron de l'I2AF comparé loin de sa terre natale, mais il n'est pas seul, affirme Maître Malick Sall. Il informe que l'État du Sénégal lui a apporté toute l'assistance nécessaire. Lamine Diack a été arrêté en France. Donc la procédure a été faite en France. Tout ce que l'État du Sénégal peut faire, c'est par le canal effectivement de son consulat, accorder une assistance morale. Dans cette affaire de l'I2AF, tout comme dans les autres dossiers, l'État joue la carte de la justice et de la transparence, poursuit Maître Malick Sall. De la liberté provisoire accordée à Seydina Fall Bougazeli au cas Assane Diouf et Luc Nicolaï, seul le droit est dit, selon lui. Et vous savez combien de demandes de liberté provisoire Bougazeli a dû présenter avant, en fin de compte, d'obtenir effectivement une liberté provisoire. Plus d'une vingtaine de demandes qui ont été rejetées. Les deux affaires sont totalement différentes. Bougazeli est dans le cadre et aujourd'hui sous mandat de dépôt et a obtenu une liberté provisoire. Donc son dossier est en instruction. Luc Nicolaï a été condamné définitivement. Définitivement. Et je vous assure que Luc Nicolaï est en prison et détenu du fait de la partie civile. Maître Malick Sall confirme qu'il n'a jamais intimé un quelconque ordre à un juge. Il estime que les magistrats du Sénégal ont la latitude de trancher et de dire le droit dans n'importe quel dossier. Merci beaucoup, Pape Ibrahima Ndiaye. L'actualité, c'est aussi cette manifestation dans la matinée des populations de Rufisque 2. Cela fait presque 4 ans que les travaux de rénovation de la route principale ne sont toujours pas achevés alors que l'hivernage s'installe petit à petit. Babacar Seck sur place pour le compte-rendu. Plus de 3 ans que le sentier de la route qui traverse Rufisque 2 dans le cadre du programme de modernisation des villes n'est toujours pas achevé. Les désagréments se multiplient pour les résidents des cités que polarise cette route. Le sentier était à l'arrêt, le goudron devait être prêt. Maintenant nous sommes en début d'hivernage, vous avez vu, il a un peu plu. Le canal à ciel ouvert nous cause des soucis, nous avons des difficultés à respirer. Le soir, les moustiques nous assaillent. Les blocs de pierre ont été mis pour contrer les véhicules qui devraient passer, pour rejoindre nos domiciles. Avec l'hivernage qui commence à s'installer, le calvaire des femmes va s'intensifier
car elles ont toutes les peines du monde pour accéder à leur domicile. Depuis 4 ans, le chantier ne se termine pas. Nous, quand on va au marché, on ne peut pas accéder à nos maisons. Avec nos ravitaillements et tout, on nous laisse ici. Les voitures ne peuvent pas entrer dans la cité. Et en plus de ça, il y a des désagréments que cela nous cause. Parce que les riverains, là, ils versent leur eau usée dans le canal là, qui doit protéger la route. Ça protège la route, mais non les quartiers environnants. C'est une évacuation, une canalisation. Les eaux de pluie, mais pas les eaux usées. Et tout au long, vous pouvez même constater qu'il y a des égouts qui ont été branchés sur ce canal-là. Si le chantier ne reprend pas dans les plus brefs délais, les jeunes menacent de lever les barrages le long de la route. On va descendre dans la rue pour dégager tous les barrages qui sont dans la route. C'est inadmissible. Donc aujourd'hui, nous faisons appel à toutes les autorités. À Rufisque, les populations dénoncent l'arrêt et les lenteurs constatées sur la plupart des chantiers de Promoville. Il y en a même certains qui n'ont pas encore démarré, comme celui de l'élargissement en 2x2 voies du boulevard Maurice Gueye. Et les premières pluies à Kolda ont occasionné de nombreux dégâts. Certaines écoles et des abris provisoires ont subi de gros coups de vent. Tout a été presque ravagé par ces vents violents qui ont par la même occasion soulevé la colère des populations de la commune de Kolda où nous retrouvons justement Seydou Diatta. L'orage avait balayé une bonne partie de la région. Au niveau de la commune de Kolda, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais d'importants dégâts matériels ont été constatés à son passage. Parmi les victimes de l'orage, le lycée de Bounakan. L'établissement avait été construit en 2008 pour désengorger l'unique lycée que comptait la ville. À l'époque, c'était Maître Ablaïwad qui a voulu créer des lycées et des collèges de proximité parce que le seul lycée Alpha Molo Balé ne peut pas contenir tous les enfants de Kolda. Tous les élèves de la zone qu'on appelait le Gadamayo, c'est-à-dire de l'autre côté de la ville, faisaient 3 km pour aller à l'école, ce qui était un calvaire. Une solution provisoire avec des abris provisoires qui sont au fil du temps devenus éternels comme on en constate un peu partout à travers la région. Dans toutes les écoles de la commune, il y a des abris provisoires en pleine ville. C'est pas normal. Je suis désolé. Je crois qu'il y a un problème de dynamisme au niveau du département de Kolda pour ce qui concerne les abris provisoires. Aujourd'hui, le lycée de Bouna, il englobe maintenant plus de 1500 élèves. Mais nous pensons aujourd'hui que les écoles, ce n'est pas forcément l'affaire de l'État. Une école, un lycée, un centre de santé, un collège, un poste de santé, c'est une affaire des communautés. Il faut une impulsion à la base pour apporter un soutien à ces communautés-là. Puisque d'abord, c'est notre lycée. On dit déjà lycée de Bouna. Il faut que toutes les bonnes volontés de quartier Bouna se mobilisent pour sauver ce lycée-là, pour apporter leur contribution. Mais l'appel que je lance aussi, c'est au niveau des collectivités locales. Il est important qu'on sente la mairie, il est important qu'on sente le conseil départemental pour la gestion de ces questions-là. Depuis l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, le conseil départemental de Kolda s'est fixé comme objectif d'éradiquer les abris provisoires de la carte scolaire. Nous investissons presque 75% de notre budget à l'éducation nationale. Il n'existe pas une seule commune du département de Kolda qui n'a pas reçu une ou deux classes en bloc administratif. Parce qu'il fallait aussi mettre les enseignants dans des conditions idoines pour pouvoir faire leur travail. Et je défie quiconque de prouver le contraire. Il faudrait que les gens quand même soient de très bonne foi, reconnaître ce que les gens ont eu à faire en matière d'éducation nationale. Aujourd'hui, au niveau du seul lycée de Bounakan, il y a 4 classes à notre actif. La problématique des abris provisoires a une fois de plus démontré combien de fois l'idée de reprendre les cours en cette période de l'année était une équation à plusieurs inconnus. Seydou Diatta, autre chose, la vente de savon. On n'en parle pas du tout alors que c'est un business qui marche très très bien actuellement ou disons depuis l'apparition du premier cas de coronavirus au Sénégal. On tourne au marché de la Gueule-Tapée avec Abdourahmane Ly. Le savon, plus efficace que tout autre produit désinfectant pour lutter contre le coronavirus selon des spécialistes. Le marché Gueule-Tapée démontre que beaucoup le savent, à l'instar de ses clients de cette boutique spécialisée dans la vente de produits désinfectants. L'exemple de Papis Mbeng qui vient ici chaque fin de week-end est plus patent. Lui qui en achète aujourd'hui plus que d'habitude depuis l'apparition du coronavirus au Sénégal. Avant le coronavirus, je venais ici chaque dimanche pour acheter du savon. Maintenant que le coronavirus est parmi nous, j'en achète en quantité. Auparavant, j'en achetais juste 5, mais depuis un moment, j'en achète jusqu'à 10 voire 12, c'est-à-dire la moitié du paquet de 24.
Et c'est Astou Kamara qui a été très ravie d'apprendre cette nouvelle. Elle revend le savon un peu plus que le prix d'achat. J'achète le paquet à 3 000 francs. Je revends l'unité à 200 francs et non les 3 à 500 francs. Sinon, je ne m'en sortirai pas. Et là, ça marche très bien. À quelques pas de là, c'est Bakary Gueye qui installe sa boutique. Il a tiré son épingle du jeu dès les premiers jours de l'apparition du coronavirus. Depuis l'apparition des premiers cas au Sénégal, les gens achetaient du savon en importante quantité, notamment le savon ordinaire. Mais depuis la circulation des rumeurs sur la non-existence de la maladie, les gens achètent le savon selon leurs besoins. Et si vous ne le saviez pas, se laver les mains au savon supprime ou élimine 99% des bactéries. L'efficacité du savon expliquée par le professeur Ndeye Koumba Touré-Kane et les virologues et répond à Moustapha Gabar Diop. Pourquoi du savon? Parce qu'un savon, c'est obtenu à partir d'un mélange d'acide de base et de potassium. Donc, et ce savon-là, quand on l'utilise, le savon va casser les liaisons chimiques qui pourront avoir lieu entre une protéine de surface du virus et les surfaces que l'on va avoir. Donc ça va vraiment décrocher les micro-organismes de la surface de notre main et on va se débarrasser, il n'y aura que des débris membranaires et qui vont partir avec le rinçage à l'eau. C'est la raison pour laquelle on recommande le lavage fréquent des mains avec de l'eau savonneuse. Ça va briser vraiment toutes ces liaisons. Et quand on brise les liaisons au niveau de l'enveloppe du virus, il n'y a plus de virus et on se débarrasse du virus en se lavant les mains avec de l'eau claire. C'est vraiment la meilleure méthode pour se débarrasser du virus, de ses mains. Et si on n'a pas cela, on a recours à la solution hydroalcoolique qui dépanne, mais l'efficacité réelle qu'on va obtenir, c'est avec le savon. Évolution du coronavirus au Sénégal à présent. Une tendance baissière ce dimanche comparé à hier. 94 nouveaux cas positifs enregistrés, encore un cas importé. Les chiffres du jour avec Dr Aloïse Walidjouf. Sur 1223 tests réalisés, 94 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,68%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 79 cas contacts, 1 cas importé et 14 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Mbao 3, Rufisque 2, Bargny 2, Dieuppeul 1, Parcelles Assainies 1, Pikine 1, Dakar Plateau 1, Keur Massar 1 et enfin Touba 2. 116 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 22 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 5090 cas ont été déclarés positifs, dont 3344 guéris, 60 décédés et donc 1685 sous traitement. Et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a réceptionné cet après-midi du matériel médical en provenance du Maroc. Étaient présents à l'aéroport nos reporters Cheikh Hassan Fall et Mafal Fall. Les deux avions affrétés par le Royaume du Maroc ont atterri sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne après plus de 3 heures de vol.
À leur bord, un important lot de masques, de boîtes de chloroquine, mais aussi d'azithromycine entre autres. Un appui fraternel du roi Mohamed VI au peuple sénégalais qui vient renforcer la coopération sud-sud et contribuer à une meilleure coordination dans la lutte contre cette pandémie. Ces deux pays ont su très tôt apporter une réponse méthodique à cette menace mondiale contraignante. C'est dans ce contexte que Sa Majesté le roi Mohamed VI a décidé de mettre à la disposition du gouvernement de la République du Sénégal une dotation de solidarité en produits sanitaires et médicaments, et ce pour accompagner et exprimer le soutien renouvelé et agissant de Sa Majesté le roi aux initiatives de son Excellence. Un geste fortement symbolique pour le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, pour qui cette solidarité africaine a été très déterminante dans la riposte du continent face à la Covid-19. Vous avez répété dans votre message plusieurs fois le mot « ensemble ». Effectivement, nous sommes dans des dynamiques où c'est ensemble que nous devons effectivement riposter contre le Covid-19. C'est ensemble que nous allons gagner parce qu'il s'agit d'un virus qui n'a pas de frontières. Nos deux pays, vous l'avez dit, se sont préparés très tôt. C'est pourquoi, dans une formidable méthodologie et dans une action très rigoureuse, nous avons réussi jusque-là à contenir la maladie. Le royaume chérifien, qui au-delà de cet appui sanitaire, vient aussi en aide aux Sénégalais bloqués sur place depuis plus de 3 mois, comme l'indique le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Il me plaît de rappeler qu'au fort de la crise sanitaire, le Maroc a aidé grandement à accueillir des Sénégalais qui étaient bloqués et qui sont encore bloqués. Le gouvernement marocain les a aidés en donnant de la nourriture, en logeant certains et en protégeant ses compatriotes depuis plus de 3 mois. Après le Sénégal, ces avions vont reprendre les airs pour parcourir 14 autres pays pour renforcer la résilience du continent face à la menace sanitaire que représente la Covid-19. Merci beaucoup, cher Hassan Afal, pour ce compte-rendu. Et dans le reste de l'actualité, le secteur de l'événementiel n'est pas non plus épargné par la crise sanitaire. L'Union nationale des entreprises événementielles du Sénégal a évalué des pertes énormes. L'UNES section Touba sollicite l'appui de l'État du Sénégal, Goronaklo Tchernofaye. Impactée par la crise économique et sanitaire, l'Union nationale des entreprises événementielles du Sénégal monte au créneau pour réclamer au gouvernement une assistance financière. Comme vous le savez, depuis le début de cette pandémie de la Covid-19, l'événementiel est l'un des secteurs les plus impactés. N'empêche, nous participons à notre manière à la lutte contre cet ennemi invisible à travers la sensibilisation caravane sonorisée, la distribution de masques de gel hydroalcoolique et la mise en disposition de logistique sur les 45 départements du Sénégal. Même si nous avons consenti énormément d'efforts dans la lutte anti-Covid, il n'en demeure pas moins que nous sommes à l'image de la grande majorité des Sénégalais confrontés à des problèmes de paiement de loyer, de dépôt, de salaire de nos employés et de remboursement des prêts bancaires. Nous tenons à faire savoir à l'opinion et aux autorités que nous sommes bien structurés et nous n'utiliserons aucun canal illégal ou violent de revendication. Ce sont les raisons pour lesquelles nous lançons un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République et notre ministre de tutelle, pour qu'il nous vienne en aide dans le cadre de plans de résilience économique. Ces jeunes entrepreneurs évaluent déjà les pertes économiques causées par la pandémie du coronavirus. Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Nos employés de dizaines et de dizaines de jeunes, et qu'il faut assurer un salaire depuis 4 mois. Nous n'avons pas été sollicités pour des cérémonies car la Covid-19 est là. Nous avons aussi chargé des locations
des dépôts à honorer, des échéances bancaires et des totales pertes. Nous avons fait 2,5 milliards. Nouvellement créée, l'Union nationale des entreprises événementielles du Sénégal s'inquiète sur le taux du chômage qui commence à grimper depuis l'apparition du nouveau coronavirus. Gorandaklo, notre correspondant à Touba, merci beaucoup. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous dans quelques instants. La suite de la totale, le bloc d'information avec Mamadou Ibrakan. Je vous rends l'antenne. Merci Adama pour ce journal et excellente soirée. Dans la deuxième partie de cette totale ailleurs à, nous irons à Paris avec le procès Lamine Diack, en Gambie avec la fausse rumeur de coup d'État qui a alimenté les discussions à Banjul cette semaine. Et puis, tranche de vie, Moïse Ambroise Gomis qui nous a quittés il y a quelques jours. Le portrait de l'animal, la chauve-souris ce soir, Kessendour nous expliquera tout cela. Mais avant tout, le diplomate. Diplomate en ligne, Ousseynou Nargué, il est le General Manager d'Axe et Cible comme SARL et fondateur du site d'infotract.sn. Bonsoir Ousseynou. Bonsoir Mamoudou Ibara, bonsoir à vos téléspectateurs. Vous êtes un observateur de l'actualité sous-régionale. D'abord le Mali avec cette démonstration de force de l'imam Dicko qui a estimé que le président Ibeka n'est plus en mesure de continuer à diriger le pays. Comment analysez-vous cette manifestation populaire et pacifique quand même, il faut le préciser, de l'imam Mahmoud Dicko? Non, je pense que cette manifestation qui n'a pas été suivie uniquement par les disciples et les fidèles de Mahmoud Dicko, mais également par des partis, j'allais dire, républicains, est le signe qu'il y a quelque chose qui se passe au Mali dans le sens d'une djihadisation de la scène politique. Le Mali est déjà menacé par les factions djihadistes. Le pays n'est pas entièrement contrôlé par le gouvernement central. Le président Ibeka s'est obstiné en pleine crise de coronavirus à organiser des élections législatives. Je pense que c'était une erreur. Et ensuite, à la suite de la proclamation des résultats de cette élection, de ces élections législatives-là, il y a des rectifications qui ont été faites en faveur du parti au pouvoir pour lui attribuer plus de sièges qu'il n'en avait gagné au départ. Je crois que tout ça rend les Maliens assez dubitatifs quant aux menées gouvernementales. Et dans ce paysage-là, l'arrivée sur la scène politique de Mamadou Dicko répond, je pense, à une attente du peuple malien qui, il faut le dire... un politicien qui n'est pas classique. Ce n'est pas un politicien classique, c'est un politicien, on va dire, qui fait de son fonds de commerce la religion. Il a tâté le terrain à plusieurs reprises maintenant depuis la fin de l'année dernière et là, il avance maintenant visage masqué. Il dit qu'il veut clairement participer aux jeux politiques et je pense que c'est une question à régler, non pas seulement au Mali, mais même dans un pays comme le Sénégal, où nous avons eu un parti comme le PUR, qui, comme on le sait, a comme figure morale Serigne Moustapha Sy. Je pense que la place des religieux, et notamment celle des religieux musulmans, est à questionner dans une population à majorité musulmane qui sont celles de nos pays, le Sénégal comme le Mali. Je ne pense pas qu'on puisse utiliser l'ethnie, la religion, les régions comme fonds de commerce dans le jeu politique. Vous craignez, Ousseynou Nargué, un effet boule de neige, pour ne pas dire un effet pangolin, puisque c'est à la mode? Alors, un effet boule de neige ou un effet pangolin, je ne saurais dire si ça pourrait atteindre le Sénégal, où on a un jeu d'équilibre finalement très, très intelligent entre les familles religieuses et notamment maraboutiques, confrériques et le pouvoir temporel. Et également dans cette crise du Sahel, nous nous sommes plaints en tant qu'État du Sénégal de ne pas faire partie du G5 Sahel, mais finalement je pense que c'est un bien pour un mal puisque nous n'avons pas eu d'attaque djihadiste au Sénégal depuis 7-10 ans, alors que la Côte d'Ivoire, qui semblait épargnée après les attentats de Grand Bassam en 2016, vient d'en connaître encore il y a quelques jours, il y a quelques heures. Donc je ne crains pas vraiment un effet boule de neige, mais je crains pour le Mali
Et enfin, quand je dis je crains pour le Mali, moi, ma lecture sur la situation malienne depuis plusieurs années, c'est que ce pays de 1 million de kilomètres carrés qui touche à la fois le Sénégal et pratiquement l'Algérie n'est pas un territoire, me semble-t-il, qui est gouvernable. Je crois vraiment que les prétentions à la partition du pays de certaines populations, je pense notamment aux Touaregs, ne sont pas tout à fait illégitimes. À défaut de leur donner une partie du territoire et de partitionner le Mali, je crois qu'il faudrait en tout cas s'acheminer vers un mode de gestion fédéraliste du Mali, à l'image de ce qui se passe dans un autre grand pays qui est le Nigeria. Hussein Nargué, quelle réponse le pouvoir malien a-t-il apporté ou devrait-il apporter à ce défi lancé par Imam Mahmoud Dicko? Alors la réponse que Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, a commencé d'y apporter depuis quelques mois d'ailleurs, en se cachant de ce qui est une tutelle, la tutelle de la France qui apporte son aide à travers l'opération Barkhane contre la guerre contre le djihad, eh bien ça a été de négocier avec les djihadistes. Ibeka a commencé à libérer des chefs musulmans armés, il discute avec eux. L'ancien président Diokunda Traoré a été missionné pour discuter avec eux. Je pense que c'est une piste de solution, mais encore faut-il aller jusqu'au bout avec un interlocuteur finalement assez ductile, assez insaisissable que sont les djihadistes, parce que quand on sait qu'au Mali, le principal opposant, Soumaïla Cissé, est dans les mains des rebelles depuis 2 mois, alors que c'est quelqu'un qui a été quand même une grande figure nationale, une grande figure politique, c'est le chef de l'opposition, c'est l'ancien président de la commission de l'UEMOA, ce n'est pas quelque chose de tout à fait normal. Oui, justement, est-ce qu'on peut dire finalement que Dicko a occupé un vide laissé par Soumaïla Cissé? Vous évoquez un fait quand même assez malheureux, cela fait presque 100 jours que Soumaïla Cissé, principal opposant du régime, est pris en otage. Qu'est-ce qui se passe? On l'a oublié? Non, on ne l'a pas oublié parce qu'il y a une commission qui a été mise en place avec l'ex-premier ministre Issoufou qui est en charge de la négociation avec les détenteurs de Soumaïla Cissé, sauf que cette commission-là, elle est à Bamako, elle n'est pas dans le nord. Or, c'est dans la région du nord qui est détenue Soumaïla Cissé. Je pense qu'il faudrait se déplacer vers cette zone-là. Mais pour répondre plus précisément à votre question, effectivement, la nature ayant horreur du vide, Mamadou Dicko est en train d'occuper la place et de répondre à une attente populaire. Mais je pense qu'on devrait stopper la montée en puissance de l'imam Dicko. Je crois qu'il faut faire la part des choses entre les dirigeants politiques. Mais il fait foule quand même, Ousseynou Nargué. Comment stopper cela? Je pense en rappelant les fondamentaux de la démocratie. Mais bon, rappeler ces fondamentaux de la démocratie dans un pays, le Mali, qui est à la fois cerné, comme nous tous, crise du Covid-19, mais également par la rébellion djihadiste, c'est difficile. À tout le moins, peut-être qu'on pourrait statu quo et dire ne pas laisser prospérer la politique, les gens dans la où nous sommes, au nom de l'intérêt suprême de l'État et de l'intérêt, organiser des élections législatives comme il y a le gouvernement qui a démissionné pour la forme, mais le Premier ministre Boubou Cissé a été reconduit. Je crois qu'on va continuer à faire la même tambouille avec les mêmes vieilles marmites, mais ce n'est pas opérant. Ce n'est pas ainsi que le Mali retrouvera le bout du tunnel. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le Covid, mais il y a aussi l'après-Covid, Ousseynou Nargué, avec beaucoup de prospectives. En tout cas, certains pensent même qu'il risque d'y avoir des troubles. Est-ce que vous faites partie de ceux qui redoutent des troubles d'après Covid? Non, je pense que les gouvernements de la sous-région ont compris qu'ils ne pouvaient pas aller dans des mesures extraordinaires comme le confinement, comme cela se passe dans des pays occidentaux, notamment la France qui nous a colonisés, parce que notre économie ne pourrait pas la supporter, nos gouvernements ne pourraient pas soutenir une population qui ne travaillerait pas. Donc je pense qu'on est revenu quand même à quelque chose d'assez gérable pour reprendre le président Macky Sall, apprendre à vivre avec le virus.
je ne crains pas de troubles. Je pense que simplement l'autorité de l'État dans nos différents pays aura été assez chahutée par cette crise du Covid, parce que quand on voit au Sénégal, par exemple, la réouverture des lieux de culte qui a été décidée par le chef de l'État, mais qui n'est pas suivi d'effet, lui-même n'a pas été prié dans une mosquée à la Korité, alors qu'il avait réouvert les mosquées, dit-il. Je crois que cette autorité de l'État est assez chamboulée, mais je crois aussi quand même que la crise du Covid aura contribué à amoindrir l'asymétrie qu'il y a entre le discours des gouvernants, qui n'est pas toujours très humble, et les attentes des populations en termes de prise en charge de leurs véritables préoccupations, qui ne sont pas celles forcément des gouvernants, mais qui ont trait, par exemple, dans un pays comme le nôtre, au scandale du domaine public maritime, à la question de l'emploi des jeunes, à ce type de questions-là. Dernière chose, et c'est un dernier mot consacré à la Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, vous avez signé une tribune sur les derniers développements dans ce pays. Il faut dire, c'est cette liberté de mouvement beaucoup plus accrue accordée à l'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé, jugé et condamné par la CPI. Alors, la Cour pénale internationale leur autorise tout sauf de rentrer dans leur pays. Que faut-il comprendre à travers cette décision ? Enfin, pour le cas de l'ex-président Laurent Gbagbo, il n'a pas été jugé. Oui, toutes mes excuses d'ailleurs. En le disant d'ailleurs, je suis en train de trembler. Autant pour moi. D'accord. Oui. C'est un lapsus. Oui. Je le comprends. Mais effectivement, après 9 ans de procédure judiciaire, Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo a bénéficié d'un non-lieu. Moi, ce que je dis, c'est que cette décision de la CPI, elle est heureuse, mais effectivement, elle n'arrange pas tout le monde dans le landerneau politique ivoirien, notamment le pouvoir en place, mais je crois que la liberté de mouvement accordée à Gbagbo, même s'il ne peut pas l'exercer en Côte d'Ivoire parce qu'il y a été condamné en 2018 à 20 ans de prison ferme pour le casse de la BCAO d'Abidjan, je crois que le fait qu'il n'ait plus l'épée de Damoclès de la justice internationale sur sa tête doit lui permettre d'accéder à une demande sociale des Ivoiriens, qui est celle de ne pas menacer les Ivoiriens d'être à nouveau candidats à une présidentielle. Le président Ouattara a fait sa part des choses en disant qu'il ne se représentait pas. Je crois que les deux autres mammouths que sont Laurent Gbagbo et Bédié, Henri Konan Bédié, devraient faire la même chose, alléger les souffrances des Ivoiriens en leur disant on tourne la page, on laisse une autre génération politique postulée à vous diriger, mais je crains malheureusement qu'on n'en prend pas le chemin. En tout cas, quand je vois Henri Konan Bédié avoir organisé dernièrement une rencontre politique de son parti dont le slogan était « Expérience et sagesse au service de la gouvernance ». Donc quand il parle d'expérience et de sagesse, je crois que Henri Konan Bédié fait référence à lui-même. Et s'il y en a un qui est candidat, je crois que les autres voudront être candidats. Je ne suis même pas sûr que le président Ouattara ne se parjurera pas et ne sera finalement pas candidat, surtout quand on voit la situation sanitaire dans laquelle se trouve le dauphin du RHDP, le parti au pouvoir, Amadou Gon Coulibaly, qui est évacué sanitaire en France. À suivre donc, Ousseynou Nargué, général manager d'Axe et Cible.com. Il est également le fondateur du site d'information tract.sn. Il nous parlait, il nous faisait part plutôt de son analyse de l'actualité sous-régionale. Vous l'avez rectifié avec Ousseynou Nargué. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, n'a jamais été jugé et condamné par la CPI. L'information, la bonne, c'est plutôt qu'il avait bénéficié d'un non-lieu. Ailleurs à le procès I2AF ou procès Lamine Diack, notre compatriote, comme vous le savez, ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, est jugé à Paris depuis le 8 juin par le tribunal du parquet financier. Il répond des faits présumés de corruption passive et abus de confiance. Ses anciens collaborateurs comme l'avocat Habib Cissé et son fils Papa Massata Diack sont poursuivis pour les mêmes faits. Le bilan de cette première semaine de jugement du président Lamine Diack avec notre correspondant permanent dans la capitale française, Abdoulatif Diop. C'est un procès qui démarre
sur les chapeaux de roue. Après plusieurs reports, le procès IAF s'est ouvert ce 8 juin au tribunal du parquet financier de Paris. 6 inculpés devaient normalement prendre place au banc des accusés. Mais seul l'ancien patron de l'IAF, Lamine Diack, l'administrateur antidopage Gabriel Dolé et le conseiller juridique Habib Cissé se sont présentés à la barre. Alors, cette première audience est extrêmement importante pour nous parce qu'elle a permis de clarifier un certain nombre de choses. La première chose qui a été clarifiée, c'est le rôle qui a été joué par M. Habib Cissé. Habib Cissé a confirmé ici qu'il était conseiller juridique, donc en tant qu'avocat, intervenant pour l'IAF, et il a précisé que M. Lamine Diack ne lui a jamais demandé de freiner quoi que ce soit. Si M. Dolé a comparé à charge contre son ancien patron, cela n'est pas le cas pour Habib Cissé qui a déchargé le président Diack sur plusieurs chefs d'accusation. Habib Cissé n'est jamais sorti de son rôle d'avocat. Il a accompli ses missions en conscience et en parfaite conformité avec les obligations qui sont les siennes. Ses rémunérations sont tout à fait régulières et il n'a rien à se reprocher de ce point de vue-là. Cependant, son audition a mouillé Massata Diack, le consultant marketing de l'IAF à l'époque des faits. Quand vous êtes accusé injustement d'une infraction et quand on vous impute des faits que vous n'avez pas commis, eh bien oui, vous regrettez parfois de ne pas avoir la preuve parfaite pour essayer de démontrer que vous n'avez rien à voir dans les faits qui vous sont reprochés. L'avocat de Lamine Diack, Maître Cissé, avoue avoir négocié 600 000 € avec les Russes sur l'ordre de Diack fils. Quant à Lamine Diack, qui s'est présenté avec beaucoup de sérénité, n'a pas manqué de cafouiller sur certaines questions, notamment les 1 500 000 € qu'il aurait reçus des Russes pour financer la campagne électorale de 2012. Monsieur Lamine Diack a été très clair sur 2 points. Le premier point, c'est qu'il n'a jamais demandé de l'argent aux Russes pour une campagne électorale sénégalaise. Le deuxième point, c'est qu'il n'a jamais reçu de l'argent des Russes pour la campagne électorale sénégalaise et que sa seule motivation d'une gestion raisonnée du problème de dopage des athlètes russes, c'était la santé financière de l'I2AF et c'est tout. L'ancien patron de l'athlétisme mondial nie jusque-là les faits qui lui sont reprochés, mais accuse son fils Massata de voyou pour avoir été au cœur de la chaîne de corruption présumée. C'est vrai que la phrase a surpris parce qu'elle a été très, très sèche, finalement très, très violente. On ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il sorte cette phrase-là comme ça. J'ai considéré que c'est comme un voyou, c'est quand même assez fort de la part de Lamine Diack vis-à-vis de son fils. Après, est-ce que c'est pour impliquer un peu plus son fils qui n'est pas là, il faut quand même le rappeler, c'est quand même le principal absent de la procédure à Paris. Moi, je n'en suis pas sûr. Il y a quand même beaucoup de postures. Donc, du coup, il faut toujours essayer de démêler entre les postures et la vérité. Et c'est ça qui est assez complexe dans ce dossier. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On lui a montré un email en lui disant que ça émanait de son fils. Dans cet email, il était dit que Massata aurait remis de l'argent à des membres de l'IAF pour les corrompre. Donc, il dit... Cela serait un comportement de voyou. Mais il n'a pas dit que son fils était un voyou. Le président Diack garde le moral tout de même, car certains Sénégalais se déplacent au tribunal pour le soutenir. Effectivement, ça, c'est déplorable. Le fait que le vieux, devant cette situation qu'il traverse, la presse ni le gouvernement sénégalais ne se manifestent pour le soutenir. Comme Platini et Sepp Blatter, le gouvernement français et suisse ont tout fait pour les soutenir, pour les sortir de cette impasse. Ouais. Le gouvernement français a tout fait pour soutenir Platini. Mission des choses. Certains professionnels de droit ne sont pas trop optimistes pour sa non-condamnation, mais pensent quand même qu'il y a bien possibilité de ne pas l'envoyer en prison vu son âge. Ce ne sera pas facile du tout.
Mais le vieux, de toute façon, malgré son âge, se comporte très bien. À mon avis, il collabore et il est objectif également dans ses déclarations. Je n'ai pas vu un seul point qui peut l'enfoncer. Je n'ai pas vu une seule réponse de sa part qui l'enfonce. Au contraire, il a essayé de se disculper en donnant des justificatifs à ses agissements pendant qu'il était président de l'institution. Également, il avait donné comme argument de fermer les yeux parfois sur des choses anormales pour simplement assurer un certain équilibre financier de l'institution qu'il dirigeait à l'époque. Mais il n'y avait en aucun cas, en tout cas, une attitude de nature à assurer un enrichissement personnel de sa part. Donc, à mon avis, il ne peut pas s'en sortir 100%, mais il peut échapper à une peine d'emprisonnement, à mon avis. Lamine Diack va revenir à la barre ce lundi pour répondre encore sur les accusations de corruption passive à l'IAF, mais cette fois-ci sur la partie abus de confiance. De Paris à Banjul, c'est la Gambie qui nous accueille maintenant. Ce pays a vécu cette semaine une folle rumeur de coup d'État. Un deep fake news rectifie le gouvernement gambien qui soupçonne d'ailleurs l'œuvre des ennemis, sans les citer, du régime, dont le but est de semer la psychose et un climat de paranoïa dans le pays. Banjul, Amadou Bari. À l'origine de cette rumeur répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, un enregistrement audio diffusé sur la messagerie WhatsApp. L'alerte savamment orchestrée met en garde l'opinion que la hiérarchie de l'armée gambienne envisagerait de renverser le président Adama Barrow. À en croire l'information, dans ce plan ourdi de l'extérieur, Massani Kinti, ancien chef d'état-major général de l'armée, et plusieurs autres dignitaires du régime seraient impliqués. Publié par un groupe de Gambiens basé à l'étranger, cet enregistrement va plus loin en faisant état d'une prétendue cache d'armes dans un cimetière. L'audio signale qu'un véhicule rempli d'armes serait également entré en Gambie en provenance de la Casamance voisine. Une rumeur classique en Gambie qui rappelle de mauvais souvenirs sous les années de plomb de Diamé où les putschs réels ou imaginaires foisonnaient. Incriminés, la réaction de l'armée ne s'est pas fait attendre. Lamine Sagnan, son porte-parole, a démenti l'information. Pour lui, il s'agit ni moins ni plus d'une rumeur non fondée, nulle et non avenue. Et il accuse des partisans de l'ex-président Diamé basés à l'étranger d'être à l'origine de cet enfumage. Parmi ceux qui sont à l'origine de la fausse alerte, renseigne notre source, figure Omar Sané, un ancien soldat de l'armée gambienne qui a trouvé refuge en Casamance en 2018. Une série d'arrestations avait été menée à l'époque après qu'un groupe de discussion sur WhatsApp entre soldats en vue de fomenter un putsch avait été démantelé. Cette fausse alerte viserait-elle à semer la psychose au moment où la commission Vérité, Réconciliation et Réparation entre dans sa dernière ligne droite? Le porte-parole de l'armée de conclure que son institution ne se laissera pas distraire même si la vigilance reste de mise. Dans cette affaire, une source diplomatique du Sénégal en Gambie nous confie que c'est une fallacieuse rumeur peu probable actuellement en Gambie. Du côté des autorités également, l'on prend très au sérieux la rumeur. Quelques heures après sa diffusion, le gouvernement gambien s'est fendu d'un communiqué de presse pour couper court aux spéculations et vagues de panique. Pour le gouvernement gambien, sans détour, la fausse alerte faisant état d'un complot de coup d'État imminent et l'œuvre des ennemis du régime dans le but de semer la psychose et un climat de paranoïa dans le pays. Cette rumeur est fausse et elle ne mérite pas qu'on s'y attarde, semble trancher le porte-parole du gouvernement dans cette note. À peine la rumeur distillée, la police, les services de renseignement et la mission de la CEDEAO en Gambie ont diligenté conjointement une enquête pour vérifier l'alerte, informe-t-on. Aucune preuve n'a été trouvée comme une prétendue cache d'armes dans un cimetière. L'intégralité de l'enregistrement est fausse et dénuée de tout fondement, souligne-t-on dans l'audit communiqué. Aucune arrestation n'est à l'ordre du jour et le gouvernement reste imperturbable, annonce le document. Par conséquent, il tient à rassurer ses citoyens et la communauté internationale qu'il n'y aura ni règlement de compte ni purge. Selon le porte-parole du gouvernement, au moins 2 individus réputés proches de l'ancien président Diamé ont été identifiés parmi les auteurs de la fausse alerte. À noter que ce type de rumeur de coup d'État est inédit sous le magistère Barrow, près de 4 ans après l'alternance politique dans ce pays anglophone englouti dans le Sénégal.
El Maestro Moïse Ambroise Gomis, une vie remplie et bien remplie. Vous êtes musicien, styliste, mannequin, Miss Sénégal, coiffeuse, animateur, vous l'avez sûrement connu. Moïse ou Moussa Gomis de son nom musulman nous a quittés le 5 juin dernier. Oumar Kane, Sélé Diallo, Bachir Sow nous replonge dans la vie de cette coqueluche du petit écran il y a quelques années. Il avait le don de flairer tout ce qui pouvait être vraiment quelque chose d'inné chez la personne, que la personne même ne pouvait pas déceler en elle-même. Lui, c'est Moïse Ambroise Gomis. Moi, Ambroise, je l'ai connu et à cette époque, je devais faire un shooting, une séance de shooting. Alors, j'ai dit, moi je ne connais même pas les mannequins parce qu'à cette époque, je venais d'ouvrir, je ne connaissais pas les mannequins. Comment il fallait faire? Non, j'avais mon atelier, je faisais mes modèles, j'avais 2 personnes avec qui je travaillais, mais à part ça, faire carrément une séance de shooting, je ne savais pas à qui m'adresser. Et c'est là où on m'a mis en rapport avec Ambroise. Alors, on s'est donné rendez-vous, on s'est assis, on a parlé, et le jour J, c'était à Ngor Diarama, je me rappelle. Quand je suis arrivée, que j'ai mis mes tenues, il m'a regardé, il m'a dit, mais toi, où est-ce que tu étais? Tu dis, tu fais de belles choses comme ça et que je ne te connais pas. Je dis, moi je suis là, j'ai débuté il y a 2 ans. Et il dit, bon? Et depuis lors, il ne m'a jamais lâché. Donc là, une production de notre ami non-ivoirien qui est venu nous voir, Émile Glo. Faire la promotion des artistes dans tous les domaines. Voilà ce à quoi Moïse Ambroise Gomis s'est attelé toute sa vie durant, à travers les émissions qu'il animait à la télévision nationale et les événements qu'il a organisés. Des talents qu'il allait chercher dans les coins les plus reculés du pays. Donc que ce soit dans ces différentes émissions, Midi Première, que ce soit dans Génération 80, il a eu à faire la promotion de beaucoup d'artistes, tout comme je le faisais à la radio à l'époque. Et on peut citer des artistes comme Koutia par exemple. Donc je pense que Koutia, son succès vient de ces différentes émissions, Midi Première, Génération 80 avec Moïse Gomis, avec son acolyte Dame Ben qui est décédé. Donc beaucoup d'artistes du mouvement hip-hop également, on peut citer DJ Howard, PBS et tant d'autres. Donc au-delà de cet agent de la RTS qu'il était, il organisait souvent beaucoup de manifestations, il était dans l'événementiel, notamment l'organisation de Miss Sénégal et bien d'autres organisations. Parce que je pense qu'il a eu à faire le tour du Sénégal à travers, n'est-ce pas, cette organisation-là, pour la recherche des talents, faire leur promotion. C'était également des émissions, des podiums qu'il organisait pour faire connaître, n'est-ce pas, les nouveaux talents. Parce que moi, étant musicien, et à l'époque étant en plein dans la musique, je me rappelle avoir participé à un de ces podiums qu'il avait organisé, mais en tant qu'artiste. Une grosse perte pour la culture sénégalaise qui a fait sortir Maïmouna Diallo, Miss Sénégal 1997, de sa réserve pour se souvenir de ce monsieur très protecteur. En juillet 1997, j'ai été élue Miss Sénégal sous son magistère. Et de là est partie une aventure extraordinaire avec lui. À chacun de mes déplacements pendant les 2 années qui ont suivi mon élection, Moïse a été à mes côtés. Il a été à mes côtés en tant que conseiller. Il a été à mes côtés pour me protéger et m'encadrer. Donc forcément, je le dois énormément aujourd'hui. Je le dois énormément. Il a participé à me forger, à me permettre à grandir sainement à l'absence de mes parents. Voilà, je ne pourrai jamais lui remercier assez. Et c'est dommage et c'est triste qu'il ne soit pas là aujourd'hui. C'était quelqu'un de très protecteur. Quelqu'un de très protecteur. La première année, je me souviens, il ne me laissait jamais partir seul. À tous mes contrats, il a été présent. À toutes mes audiences, il était là. Il a toujours été là. Et quand il ne pouvait pas se déplacer, il me faisait accompagner par mon grand frère. Donc c'est un homme marrant, un homme gentil, aimant et affectueux. Et très généreux. C'est un ambassadeur de la mode et de la culture sénégalaise qui s'en est allé
Tchane Diagne Georgie n'a pas attendu son décès pour lui rendre hommage. On a défilé un peu partout, des défilés qui sont sortis, retransmis à travers toutes les chaînes de télévision. On a voyagé ensemble. Je me rappelle, on a été à Nice, où on faisait les trésors du Sénégal. Vous vous rendez compte? Il a vendu le Sénégal un peu partout. C'était extraordinaire. Et c'est pourquoi, en 2018, quand je faisais la nuit du Boubou, j'ai dit non. Je ne pourrais pas avancer tant que je n'aurais pas rendu hommage à Ambroise. Parce que je ne crois pas qu'il y ait des stylistes ici au Sénégal qui n'ont pas connu Ambroise, de notre génération. Il a fait quelque chose pour chacun de nous. Adieu l'artiste. Et face à la caméra d'ITV ce soir, le portrait animalier, un animal très mal aimé parce qu'il est chauve, pas seulement parce qu'il y en a quand même dans le monde des êtres vivants qui sont chauves mais qui gardent tout leur charme. La chauve-souris, vous l'aurez compris, est tout sauf séduisante. Sa laideur est même légendaire. Toutefois, s'il y en a qui détestent, comme au Sénégal, la chauve-souris, parce que sa simple vue n'augure rien de bon, sous d'autres cieux, elle est plutôt signe de prospérité. Le petit animal méconnu est pourtant l'une des espèces les plus variées sur Terre. C'est ce que nous dit Kessé Ndour, qui nous replonge donc dans l'histoire du mammifère volant. Reportage. Ni vraiment chauve, ni vraiment souris. Le chiroptère est avant tout un nœud de contradiction. Sur Terre, par exemple, il est le seul mammifère en capacité de voler. Grâce à ses puissants muscles pectoraux et à l'ergonomie de ses ailes, la chauve-souris peut faire varier la vitesse de ses déplacements. Et plus l'envergure de l'animal est grande, plus son vol peut être lent. Ainsi, les espèces les plus imposantes sont capables de stationner dans les airs et les plus petites d'aller jusqu'à 50 km/h. Un moyen de locomotion qu'elle utilise exclusivement la nuit. Animal nocturne, notre chauve-souris passe toutes ses journées à dormir. Et comme elle ne fait jamais rien comme tout le monde, c'est la tête en bas qu'elle récupère grâce à un blocage mécanique qui empêche ses griffes de lâcher prise pendant son sommeil. Une fois la nuit tombée, en revanche, c'est l'effervescence. La chasse peut commencer. À l'heure où les oiseaux partent se coucher et libèrent les airs, le chiroptère peut se mettre tranquillement à la recherche des fruits, insectes et petits animaux qui constitueront son repas. Un décalage dans l'emploi du temps qui a l'avantage de lui conférer peu d'ennemis. Et qui dit peu d'ennemis, dit également prospérité. Le groupe des chiroptères est le plus répandu après les rongeurs, avec 1400 espèces et 175 genres différents. Pourtant, chaque femelle ne donne naissance qu'à un seul petit parent. Traditionnellement, c'est en septembre que les couples coïtent. La femelle stocke les spermatozoïdes jusqu'après la période d'hibernation ou de migration. Mais ce n'est que vers la fin du mois de mai qu'elle enclenchera la fécondation, la gestation et quelques semaines plus tard, la mise bas. Naît alors un petit, aveuglé, édenté et incapable de voler, qui s'accroche là encore à l'envers au ventre de sa mère. Un nouveau cycle peut commencer. Kessé Ndour, c'est tout de même très peu sympathique comme animal. Il est dangereux? Je suis d'accord, c'est vraiment pas très attrayant, mais à côté de ça, ça n'a rien de méchant envers qui que ce soit. Donc les chauves-souris s'attaquent aux insectes, elles sont insectivores, elles mangent effectivement des petits animaux, mais c'est seulement pour se nourrir. En ce qui concerne l'être humain, elles n'attaquent jamais, elles n'attaquent non plus aucun autre animal. En revanche, ce qu'il faut faire remarquer, c'est qu'il existe des chauves-souris vampires. Ces chauves-souris vampires, leur particularité, c'est qu'elles se nourrissent du sang d'autres animaux. Et à partir de ce moment-là, leur morsure introduit un anesthésiant dans le sang, et dans ces cas-là, effectivement, elle peut transmettre la rage. Mais c'est le seul danger qu'elle présente pour l'être humain ou même pour les autres animaux.
Et ces grandes ailes rappellent étrangement les premiers avions. Exactement, mais tout simplement pourquoi? Parce que nos inventeurs s'en sont inspirés pour mettre en place tout le système. Alors il y a eu Léonard de Vinci dans un premier temps qui avait commencé avec des croquis et ensuite il y a eu Clément Adler au 19e siècle qui a mis en place le premier prototype, une sorte de planeur qui suivait la forme des ailes des chauves-souris, justement. Leurs ailes sont un petit peu particulières, elles sont très étendues, on l'a vu dans le reportage, cette amplitude leur permet de faire du surplace et tous leurs os sont imbriqués d'une certaine manière et on s'est servi de ce schéma-là pour mettre en place les planeurs qui aujourd'hui sont devenus nos avions. Si elle n'est pas méchante, on parle de la chauve-souris bien sûr, et que sa physionomie nous a grandement aidés dans le développement de l'aviation, pourquoi la chauve-souris est de si mauvaise réputation? Eh bien déjà, la première raison est historique et religieuse surtout. Si on prend le cas de la religion catholique, dans la religion catholique, les ailes de chauve-souris sont utilisées pour représenter le diable. Dans les représentations du diable dans les églises, ces ailes ne sont pas des ailes d'oiseau, contrairement comme ça peut être le cas pour les anges, mais bien des ailes de chauve-souris. Du coup, dans l'imaginaire collectif, ça a créé une très très mauvaise image. Mais après, il faut faire remarquer que dans d'autres cultures, c'est absolument pas le cas. Par exemple, en Afrique, traditionnellement, au départ, c'est un signe de prospérité dans nos contrées, en Afrique de l'Ouest principalement. Dans d'autres pays, comme en Somalie ou peut-être plus vers le Mozambique, là, elle reprend un caractère plus négatif. Mais pour ce qui est de notre région, particulièrement ici au Sénégal, dans nos traditions, c'est plutôt un signe de prospérité. Après, effectivement, c'est pas joli du tout. Aujourd'hui, où on est habitué à prendre des animaux pour leur aspect esthétique, on l'a vu la semaine dernière pour le mouton, le ladoum, qui est très beau. On accorde énormément d'importance à ce type de choses. Forcément, elle est moins populaire, mais au départ, c'était pas du tout le cas. Et encore une fois, elle n'est pas dangereuse. Donc la pauvre, elle souffre juste de son physique disgracieux. Le beau ladoum la semaine dernière, la laide chauve-souris, voilà. Il en faut pour ce dimanche, voilà, c'est ce que j'allais dire, vous avez tout compris. Kessène, merci. La semaine prochaine, on ira à la découverte de... Ah, je vous fais la surprise. Je vous laisse la surprise, mais vous verrez, ça sera nettement plus joli que la chauve-souris. Très bien, merci Kessène, rendez-vous est pris. À la semaine prochaine. Et c'est tout pour cette totale rédaction en chef Khalifa Diakhaté. Merci spécial à Oumar Khan pour la coordination, Masmoup pour la réalisation. Un grand merci à toute l'équipe de journalistes et de techniciens qui ont participé à cette totale. C'est fini, votre soirée, notez bien le rendez-vous idée avec Sophia Ba. Et puis plus tard, Siti Mousso avec des jeunes dames qui mènent la belle vie. Il en faut de temps en temps. Merci, bonne soirée et la semaine prochaine.